Bien, on est très heureux d'accueillir Ahmed Djebar. Je le connais depuis quelques années, hein, on a conférencé ensemble quelques fois. Hein. Alors, Ahmed Djebar, il est né dans un petit village en 1941, il est né dans un petit village en Algérie, dans l'Oranais, si mes souvenirs sont bons. Pourquoi tu précises la date? J'ai dit 1951. Parce que j'avais l'intention de me remarier. Voilà. Il faut tout par terre. Alors, il est surtout connu comme mathématicien. C'est comme ça d'ailleurs que je l'ai connu. Comme mathématicien et comme historien, un des principaux historiens des sciences et des mathématiques arabes. Hein. Professeur émérite à l'Université de Lille. Chercheur en histoire des sciences, bien entendu, au CNRS. Et spécialisé en particulier sur les mathématiques dans l'Occident musulman. Et il a été professeur d'histoire des mathématiques à l'Université de Lille, si mes souvenirs sont bons. Alors je ne vous dis pas toute la liste des ouvrages il y en a quelques-uns d'ailleurs qui sont en vente à la table derrière, hein, sur l'histoire des sciences arabes. Il a par exemple, alors l'ouvrage n'est pas là parce qu'il est très gros, très cher, mais très beau. Il a été en particulier commissaire scientifique de l'exposition L'âge d'or des sciences arabes à l'Institut du monde arabe en 2005. Et puis, il faut ajouter aussi qu'après avoir été conseiller du président algérien Mohamed Boudiaf, qui a été assassiné en 1992, eh bien, il fut ministre de l'Éducation nationale en Algérie de 1992 à 1994, hein, dans les gouvernements de Belaïd Abdessalam et de Reda Malek. Voilà. Et on est donc très heureux de l'accueillir. Alors, il fait beaucoup de conférences sur l'histoire des sciences, l'histoire des mathématiques, mais aussi, depuis quelques temps, il a décidé, et je crois qu'on va s'en régaler, de faire ce qu'il appelle des conférences citoyennes. Hein. Je dois dire quand même que pour parler d'islam, il est beaucoup mieux placé que moi, parce que je ne l'ai pas dit, mais son père était imam, si mes souvenirs sont bons, et son grand-père était moufti. Et avant de passer le bac, il a d'abord été à l'école coranique pendant quelques années, ce qui fait qu'il a une connaissance très approfondie du Coran. Et je vais laisser la parole à toi, Ahmed. Bonsoir tout le monde. Merci pour cette invitation. Alors, ce soir, je suis carrément à contre-emploi. Parce que ce n'est pas une conférence de type universitaire que j'ai l'habitude de faire et que je maîtrise ou pour laquelle je fais croire à l'auditoire que je maîtrise. Là, c'est réellement une tentative citoyenne, basée évidemment sur mon expérience surtout politique et sur mon expérience de citoyen, à cheval entre deux pays, l'Algérie et la France. Donc moi, je suis né en Algérie, à l'intérieur du pays, dans une famille paysanne. Au mois d'août, à 45 degrés à l'ombre, mais ça c'est un détail qui vous paraît inutile, mais en fait ça a des liens. Voilà. Ça a des liens parce que j'en avais marre du soleil et puis je suis allé au nord. Voilà. D'une famille religieuse, et puis un des rares de mon village qui a échappé aux statistiques de la colonisation, puisqu'il a pu rentrer à l'école. Puisque à l'indépendance en 62, nous n'étions que 3 bacheliers dans une ville qui est à 30 km d'Alger et qui avait 10 000 habitants quand même, autochtones, je parle des autochtones. Mais le fait d'être privilégié, parce que j'avais un père qui était le chef religieux du coin, qui était très pauvre, mais qui était le chef quand même. Donc il avait un statut social. On peut avoir un haut statut social tout en étant très pauvre. Et de déjeuner avec un morceau de pain et un verre d'eau. Parce qu'il n'avait pas les moyens. Voilà. Et donc ce privilège a fait que j'ai profité de l'école de la République. Bon, pendant cette période, l'école de la République, c'était l'idéal. Maintenant, j'ai vieilli, j'ai étudié, j'ai regardé, j'ai observé. J'ai beaucoup plus de distance vis-à-vis de l'école de Jules Ferry, mais avec tout le respect que je dois à l'école de la République. Voilà. Et puis ensuite, j'ai eu ce cheminement qui a consisté à être dans un lycée spécial que le pouvoir colonial utilisait pour former des cadres du droit, donc des cadres de la justice,
de ce qu'on appelle la justice réservée aux indigènes, et qui était différente de la justice réservée aux Français ou à tout le monde lorsqu'il s'agit eh bien, de gérer non pas les problèmes uniquement familiaux, mais les problèmes de la cité. Tout ce qui était commerce, tout ce qui était criminalité, etc., c'est la justice française. Tout ce qui était les problèmes familiaux, à ce moment-là, donc il y avait un droit, c'est le droit musulman. Et donc il a oublié, évidemment, Roger, alors que je lui ai dit dans la voiture, j'ai eu une licence de droit musulman. Je suis licencié en droit musulman. Rassurez-vous, j'ai tout oublié. Et voilà. Et puis ensuite, c'est l'indépendance qui a décidé de l'orientation. Je ne suis pas devenu juge, parce qu'à l'époque, un juge sérieux et bien diplômé, il avait un habit, un peu comme les Sorbonnards avant, avec un turban, etc. Donc j'ai échappé au turban. Et j'ai fait des mathématiques. Donc je suis en France depuis 1965. Et donc j'ai vécu une partie de ce que je vais vous exposer. Donc une partie de ce que je vais vous exposer, elle est dans les livres sûrement maintenant. Mais moi je l'ai vécu, je l'ai observé. Donc il y aura sûrement un décalage entre ce que vous avez lu et ce que j'ai vécu. Et puis j'ai fait de la politique. Et j'ai fait de la politique à une période qui s'appelle la décennie noire en Algérie, où la lutte était entre, fallait-il une théocratie pour le pays, ou une république même bancale, même dirigée par des personnes qui étaient très discutables dans leur manière de gouverner le pays. Voilà. Je ne le précise pas, bien sûr. Et donc là, quand on est citoyen, on fait des choix. On prend des positions qui ne sont pas nécessairement acceptées par d'autres, mais on décide de faire son analyse. Donc ce que je vais vous présenter, moi, ici, c'est ma vision de ce problème qui n'est pas le problème du Maghreb et d'Algérie, mais de la société française en prise, entre guillemets, avec la laïcité, parce qu'il y a toujours encore des problèmes de laïcité, la laïcité et le phénomène islamique, mais islamique au sens musulman, tout court, culturel, et au sens idéologique et politique qu'on appelle l'islamisme, avec ses prolongements évidemment, qui sont des prolongements qui ne sont pas nationaux, mais qui sont internationaux, et qu'il ne faut pas analyser uniquement avec les ingrédients nationaux. C'est ça les grandes erreurs de certains analystes. Il y a beaucoup de choses, en tant que citoyens ici, qui nous échappent pour gérer justement ce dossier de l'islamisme en tant que tel, parce que nous n'avons pas les clés qui sont ailleurs. Il faut essayer de comprendre comment ils perçoivent la laïcité. Qu'est-ce que c'est que la laïcité dans leur tête? Alors là, il faut revenir à l'histoire. Même s'ils sont ignorants de leur histoire, il y a quand même une culture qui arrive à ceux qui vont ensuite leur parler de l'islam. Alors il faut distinguer la sécularité de la laïcité. Mais la sécularité pas dans le sens habituel, qui est que la laïcité étant une manière de gérer la relation entre l'État et le religieux, bon, grosso modo, la sécularité, c'est la manière de gérer les relations entre les individus et la religion. C'est pas la même chose. D'accord? Ça, c'est la définition connue. Moi, je vais utiliser une autre définition historique, qui est l'apparition de phénomènes sociétaux ou de gouvernance en pays d'islam, c'est-à-dire qui contiennent des comportements qui sont distincts des comportements ou de la gouvernance à caractère religieuse, purement religieuse, théocratique. J'appelle ça une démarche séculière. Séculière. La sécularité apparaît dans ce que j'appelle l'islam premier. L'islam premier, c'est l'islam qui s'est constitué à partir du corpus religieux qui est le Coran et les paroles du prophète, les paroles attribuées au prophète, à partir du 7e siècle, mais à partir du 8e, parallèlement à la diffusion d'une religion avec, à partir de ce corpus, il va y avoir la nécessité, après les conquêtes qui ont eu lieu de 632 à 751, la nécessité de gouverner les hommes et les femmes. Parce que diffuser une religion, c'est une chose, convertir les gens, c'est une chose, mais gérer la société, c'est autre chose. Et cette société musulmane, eh bien, pendant un siècle et demi, parfois dans certaines régions pendant 2 siècles, parfois dans certains pays jusqu'au milieu du XIe siècle,
n'était pas majoritairement musulmane. Voilà un premier point que les gens ignorent. Comme elle n'était pas majoritairement musulmane, les gouvernants, différents types de gouvernements, devaient adapter leur manière de gouverner qui normalement découlait directement du corpus religieux, donc elle devait être théocratique, et elle devait l'adapter parce qu'il fallait gouverner des gens qui n'étaient ni musulmans, qui n'étaient pas musulmans, qui étaient chrétiens, qui étaient juifs, qui étaient païens ou qui étaient athées, à condition qu'ils ne fassent pas trop de chahut dans la rue. Voilà. Et il fallait gouverner tout ça. Donc, une manière de gouverner s'est développée à des degrés divers dans différentes régions de l'Empire musulman, quand même, qui est un immense empire sur 3 continents, il ne faut pas oublier la dimension, c'est-à-dire l'Asie, l'Afrique et une partie d'Europe. De Samarcande à Saragosse, de Palerme à Tombouctou. Il fallait gouverner tout cela. Eh bien, le paradoxe, c'est que tous ceux qui vont gouverner, une grande majorité, ne pouvaient prendre le pouvoir qu'au nom de la religion, mais quand ils allaient gouverner ces populations très égarées et très diverses, ils ne gouvernaient pas systématiquement par la religion. Vous voyez la nuance? Si on gouverne uniquement par la religion, là c'est une théocratie. Eh bien, dès le 8e siècle, nous avons des exemples plus ou moins importants où des pouvoirs se sont installés parce que les détenteurs du pouvoir avaient un critère de prise de pouvoir qui est: nous sommes descendants du prophète, de la famille du prophète, parce qu'on ne peut pas appliquer les principes de la religion à tout le monde, même pour les musulmans. Donc, alors les juristes ont rationalisé tout ça. Les juristes sont au service du pouvoir politique. Alors n'oubliez pas, en pays d'islam, si vous avez oublié de dire, il y a 3 pouvoirs: le pouvoir politique, le pouvoir religieux, le pouvoir juridique. Et puis il y a le pouvoir de la rue. Mais ça c'est tellement évident, je ne le dis pas. D'accord? La rue au sens noble du terme. Donc le pouvoir politique, on s'arrange toujours pour qu'il soit de descendance du prophète, pour être protégé. Ce n'est pas toujours le cas. C'est de la rendre complètement prisonnière de telle ou telle vision du fonctionnement de la société. Et même du comportement des gens. Par contre, le pouvoir politique, lui, ce qu'il demande aux théologiens, c'est de gérer à sa manière l'opinion, mais de ne pas intervenir dans le politique. Et le juridique, il est là pour appliquer les décisions du pouvoir politique. Quand même, à travers le filtre important qui est le droit musulman. Mais le droit musulman, en toute théorie, c'est comme le droit canon romain. C'est un droit canon. Bien sûr, il est d'inspiration religieuse. Mais on s'arrange. D'abord parce qu'il y a ce qu'on appelle les écoles juridiques. Chez les orthodoxes, il y a 4 écoles juridiques. Chez les chiites, il y a plusieurs écoles juridiques. Donc ça donne des espaces de liberté. Qui dit espace de liberté dit début de construction de la sécularité. Moyen, dans la cité musulmane, là, ce domaine, il faut absolument appliquer ces trucs. Sinon, on sort de la communauté. C'est le domaine de l'obligation. Il y a le domaine de l'interdit. Et il y a le domaine du licite. C'est le 3e domaine qui ouvre la porte à la sécularisation. Le licite, ça veut dire que bon, c'est autorisé, c'est pas tout à fait très bien, c'est pas joli, mais enfin, on ne peut pas condamner quelqu'un. À ce moment où on ne peut pas le condamner, on l'autorise à faire ce qu'il a envie dans ce domaine. Je ne rentre pas dans les détails. Et c'est ça qui va donner une dynamique de sécularisation dans les sociétés musulmanes. Évidemment, quand on ne vous expose jamais, parce que moi j'ai dû encore la réétudier pour la bonne raison. Et puis alors, il y a les espaces séculiers qui vont se constituer. Alors, nous le savons, dans l'art, les pratiques sont séculières. Je ne dis pas laïque, c'est uniquement parce que le mot laïque est français et du 19e siècle, voilà, c'est surtout ça, parce qu'il est trop marqué. Donc l'art n'évoque pas nécessairement la religion. La poésie, dans sa majorité, n'évoque pas la religion. Poésie depuis 1000 ans, en pays d'islam. La poésie même, parfois, elle est tellement anticonformiste, et parfois même anti-religieuse, qu'on se dit... comment se fait-il qu'ils n'ont pas assassiné ces poètes mécréants? Aucun poète n'a été assassiné parce qu'il a sorti un vers. Aucun. Ils sont morts dans leur lit. Parce que le poète, eh bien, c'est sacré dans la culture arabe. Vous voyez, arabo-musulmane. La seule culture arabe qui existait avant l'avènement de l'islam, c'est la culture de la poésie et de la prose rimée.
Et les poètes étaient vraiment, on considérait qu'ils étaient inspirés par Dieu, par les dieux à l'époque, il y avait plusieurs dieux. Donc la poésie, la littérature. Bien sûr, il y a une littérature religieuse, mais là, nous avons maintenant les statistiques. La base de la littérature produite du 8e siècle jusqu'à aujourd'hui, elle est profane. L'art est essentiellement profane. Il y a évidemment, on introduit des éléments religieux dedans, mais les structures fondamentales sont profanes. Ou alors adopter de structures artistiques d'autres religions. Il y a les sciences. Toute l'expression scientifique depuis le 8e siècle, je dis bien toute, même lorsqu'il s'agit de donner des réponses et des solutions scientifiques à des problèmes religieux, comme la répartition des héritages. Eh bien, on appelle les mathématiques, on a fait appel aux mathématiciens, et n'importe quel mathématicien, il peut très bien être juif ou chrétien, on ne lui demande pas, il faut qu'il résolve le problème de la répartition des héritages dans une famille qui attend des frères, des sœurs, des belles-mères, de ce que vous voulez. D'accord? Et la philosophie. La philosophie est tellement profane, tellement séculière, elle est grecque, parce qu'elle est grecque, produite par des païens, qu'il a fallu un contre-feu créé dès le début du IXe siècle par des courants théologiques pour développer une philosophie qui s'oppose à la philosophie dite aristotélicienne et platonicienne. On l'appellera kalam, le kalam en arabe, ça veut dire le propos, le verbe, mais en fait c'est le nom technique donné aux spéculations théologiques. Mais spéculations théologiques qui respectent les règles de la spéculation et du débat et la dialectique, c'est-à-dire les règles de la logique d'Aristote. Ça paraît paradoxal, mais la nouvelle philosophie religieuse, le contenu est religieux, mais la manière de mener les débats, la manière de produire une réflexion pour défendre la religion, eh bien, on ne défendait pas la religion au 8e, 9e siècle sous forme de diktat, comme on le fait aujourd'hui, pour dire, si tu es contre ce que je vais dire, tu es donc excommunié, parce que tu es un renégat, tu touches à la parole de Dieu. On ne dit jamais ça. On dit, tu n'es pas d'accord avec moi, ben je vais essayer d'expliquer, donc on va utiliser des techniques qui vont être apprises dans la logique d'Aristote et dans un petit livre d'Aristote, qui est le premier à avoir été traduit avant les ouvrages de mathématiques ou de médecine. Il a été traduit à Bagdad, par des chrétiens d'ailleurs, et sur la demande du calife musulman. Le calife, c'est l'empereur, et lui, c'est un calife vraiment descendant de la famille du prophète. C'est un abbasside, c'est Al-Mansour. Et puis ensuite, son fils Al-Mahdi. Mansour, c'est 754, 775. Et son fils, 775, 789. Et les deux ont investi de l'argent. Ils ont convoqué des gens qui maîtrisaient l'arabe et le grec pour leur dire, nous avons besoin que vous traduisiez ce livre qui est important pour nos débatteurs musulmans parce qu'ils sont harcelés et ils sont malmenés par les débatteurs chrétiens, juifs et païens qui, eux, avaient l'habitude depuis 2 ou 3 siècles de débattre des questions religieuses parce qu'ils le faisaient contre l'orthodoxie de Byzance. Et quel est ce petit livre, tout petit livre? Ben, ça s'appelle Les Topiques. Il est tout connu. Les Topiques d'Aristote. Je ne vous conseille pas de vous lancer dessus pour vous lire. Hein. Gardez votre week-end tranquille. Hein. Ce n'est pas des livres très très réjouissants. Et puis il y a la politique. Alors beaucoup de gens ne savent pas qu'une grande partie de la gestion politique de la cité islamique s'est faite d'une manière séculière. Bien sûr, il y a les juges qui vont juger le droit commun, qui vont juger ceci, selon le droit canon. Bon, il s'avère que ce n'est pas le droit romain, ce n'est pas le droit grec. Ils ont décidé de construire un droit à eux. Ils ont mis du temps, un siècle et demi. C'est ce qu'on appelle le droit musulman. Mais la politique, elle doit, c'est comme on dit aujourd'hui, l'art du possible. Et l'art du possible, c'est-à-dire gérer des populations, comme je l'ai dit, de différentes confessions, de différentes régions, de différentes cultures, etc., etc. Puis gérer surtout les conflits. Et donc, nous savons aujourd'hui que les gouvernants, dans leur grande majorité, ont gouverné ces populations beaucoup plus en essayant de préserver les équilibres qu'en respectant à 100% ce qui était écrit dans le Coran ou le Coran. Voilà. Il y a bien sûr beaucoup d'exceptions. Alors,
s'est passé jusqu'à 1922, grosso modo, avec des hauts et des bas. Je suis obligé d'être schématique. Et puis il y a eu un tremblement de terre en 1922 en Turquie. C'est la chute du califat. Alors il n'y a plus de califat. Le califat, c'est l'empire. Hein. Et donc, il y a une révolution militaire et qui s'assume comme une révolution laïque. Alors là, j'utilise le mot laïque parce qu'ils vont emprunter l'esprit de la laïcité française. Ni américaine, ni allemande, ni anglaise, ni rien, française. Et puis ils vont aller très loin. Donc le chef de ce mouvement, c'est Atatürk. Et ils vont prendre des décisions qui vont être une rupture brutale dans la société, dont la réaction ne va se voir réellement du point de vue politique que dans les décennies, ces dernières décennies, précisément avec l'avènement d'un pouvoir islamiste en Turquie. Et jusque-là, c'est un pouvoir laïque dans le sens purement français, mais plus loin que les Français, plus loin. Ils vont être plus royalistes que le roi. Regardez. Vous comprendrez la réaction après, le retour de Babel. Ils vont abolir les confréries. Dans la laïcité française, il ne s'agit pas d'abolir quoi que ce soit. Il s'agit de créer un espace où toute personne et tout individu, tout groupe, on lui assure, dans sa vie privée, dans l'espace privé, eh bien, la pratique de ses convictions, de ses religions, etc., sans que ça touche l'intérêt des autres. Bon, vous connaissez, 1905. Donc là, on prend des décisions politiques dans l'espace privé ou des groupes. Ce que la laïcité française n'explique pas au départ. Abolition des confréries. Les confréries, ce sont des groupes de religieux, comme les moines ici, qui n'ont jamais fait de mal à personne. Ce sont souvent des confréries qui règlent les problèmes que l'État ne règle pas. Par exemple, eh bien, secourir les malades, aider les pauvres, construire des mosquées pour les petits villages qui n'ont pas le moyen de construire une mosquée, nourrir les voyageurs quand ils le passent, parce que c'est une très grande tradition pendant 8 siècles dans l'Empire musulman, les caravansérails, ou certains pays bien sûr, mais il y a des caravansérails gérés par les confréries qui sont gratuits pendant des siècles. Il y a calendrier grégorien, on remplace le calendrier musulman qui est hégirien, qui est lunaire, par le calendrier grégorien, avec le week-end chrétien. Alors chez les musulmans, le week-end c'est le vendredi. Vous êtes d'accord avec moi que ce n'est pas tout à fait la laïcité que nous connaissons aujourd'hui. Interdiction d'apprendre l'arabe et le persan. Transformer l'écriture turque qui était en arabe en écriture latine. Ça n'a rien à voir avec la religion. Vraiment. Laïcité, alors, donc ça, ce sont les décisions qui ont été prises. Vers 1945, en Algérie, on a un cas de musulmans cette fois-ci. Je voulais vous le signaler parce que c'est pour vous dire qu'on peut toujours utiliser la laïcité selon les intérêts des groupes, comme on veut. Donc ce n'est pas des textes qui sont déterminants, c'est l'application des textes. C'est la compréhension de la philosophie des textes, puis ensuite de les appliquer réellement. Alors, il y a un mouvement qu'on appelle les réformistes musulmans en Algérie. Avant la guerre de libération nationale, pardon, moi, en tant qu'Algérien, je parle de guerre de libération nationale. Je peux vous traduire, c'est la guerre d'Algérie, ou, quel est le deuxième terme? Les événements. Mais moi, en tant qu'Algérien, vous me permettez quand même de transgresser la terminologie française officielle. Bien. C'est ma seule liberté, sinon je rentre dans le cadre de mon profil universitaire. Alors, les réformistes musulmans, ce sont des groupes d'intellectuels religieux qui considéraient que l'indépendance d'Algérie était prématurée. Évidemment, ceux qui étaient pour la révolution et pour les maquis considéraient que c'était des traîtres. Et en fait, c'est une philosophie. Ils disent, le peuple n'est pas prêt. Et par conséquent, donc, il faut d'abord l'éduquer pour qu'il soit prêt. Il faut qu'il y ait des élites. Il faut que les gens soient scolarisés. Et surtout qu'il faut qu'ils soient de bons musulmans avec une culture arabe. Parce qu'il y a toujours cette dichotomie islamité-arabique. Pour remarquer que la berbérité a disparu. Hein, donc, il n'y a pas de triptyque. Bon, on va revenir après. C'est le boomerang comme chez les Turcs. Les Turcs vont avoir un boomerang islamique. Et au Maghreb, c'est le boomerang
de l'identité berbère. On l'appelle d'ailleurs Amazir, il faut pas dire berbère maintenant, c'est péjoratif. C'est Amazir. Ah, il faut être à la page. Hein. Même pour le Maghreb, parce que n'oubliez pas, ce sont vos voisins. Bon. Bien. Alors, ils ont réclamé à l'État laïque français, dans les territoires colonisés, eh bien, d'appliquer complètement la laïcité parce qu'ils étaient perdants, parce qu'on n'a pas appliqué le principe de la laïcité pour les sociétés indigènes. Alors c'est le paradoxe que ce soit des religieux qui demandent que la laïcité soit appliquée. Je ne vous dis pas plus parce qu'il y a une littérature hein, sur Internet, vous pouvez regarder dans le détail. Celui qui est le chef de ce courant, c'est Ibn Badis de Constantine. Et donc il va être critiqué violemment, en particulier par les premiers dirigeants qui prônaient la lutte armée pour l'indépendance. Ils disaient, c'est fini, avec le colonialisme, il n'y a que les armes qui parlent, nous faisons comme nos frères vietnamiens. Et donc, attendre de former les Algériens pour être de bons musulmans et de bons arabes, on peut attendre encore une éternité devant la puissance coloniale. Voilà. Et ça m'a été confirmé par le président Boudiaf, parce que j'ai eu le privilège même d'être son conseiller, et avant d'être dans son parti pendant 10 ans, ça tu l'as pas dit, mais c'est si on m'avait posé la question, parce qu'il y a des gens qui pensent qu'être ministre, même dans des républiques bananières, il suffit qu'on prenne quelqu'un dans la rue et puis hop, on le transforme en ministre. Moi j'ai milité en politique pendant 10 ans, en France. Bon, mais quand même, c'est une bonne expérience de militantisme. Puis ensuite il m'a choisi comme conseiller, parmi d'autres. Et alors, j'ai eu les témoignages directs de Boudiaf qui est considéré, qui a toujours été considéré comme le chef du Front de Libération Nationale qui a mené la guerre de Libération Nationale. Peut-être que certains ne le savent pas ici. Voilà. Alors, la laïcité générale formule, revendication en faveur de l'application de la loi 1905. Ça paraît bizarre, vous écoutez ça. Alors, quelles sont les perceptions actuelles de la laïcité en pays d'islam? Alors, c'est très compliqué. Ça peut vous étonner, mais voilà la réalité. Il y a d'abord celle qui est apparue dans la période coloniale. La laïcité est synonyme d'athéisme. Circuler, il n'y a rien à voir. Donc du coup, personne ne peut se dire laïque. Alors, il y a une majorité de gens qui vivaient d'une manière laïque, qui avaient des rapports avec l'État de manière laïque, mais qui ne se disaient jamais laïque. Et d'ailleurs, à cette époque-là, puisque moi j'ai enfin ma mémoire, mon père était imam, c'est-à-dire l'équivalent d'un curé de campagne, eh bien, la mosquée où il officiait, qui était quand même près de la capitale, à 30 km, il n'y avait jamais plus de 15 personnes qui venaient faire la prière. Donc on était musulmans au sens culturel du terme, au sens de l'islam populaire, c'est-à-dire qu'on faisait toutes les fêtes religieuses, comme aujourd'hui ici. Bon, chez les musulmans, on ne baptise pas, mais il y a la circoncision, donc on fait tout ça, on fait plus ou moins le ramadan, etc. Bon, d'accord. Et le reste, bon, on est laïque dans la vie de tous les jours. Par contre, se dire laïque, c'est rompre avec sa communauté et entrer dans la communauté qui nous colonise. Donc c'est impensable. Donc bizarrement, c'est plus une attitude politique, mais inconsciente. La laïcité, c'est la sécularité. La majorité des élites dans tous les pays arabes, même en Arabie Saoudite, j'en ai rencontré il y a 3 mois, parce qu'on a une image très fausse aussi, de la société, même en Arabie Saoudite, eh bien, en fait, une bonne partie de la société vit la sécularité. Elle n'a pas une vie théocratique ou religieuse au quotidien, systématique. La majorité. Et puis il y en a qui font semblant. Alors maintenant, je rentre dans le détail de la situation en France du point de vue historique. Avant de faire l'historique, quelle est la mosaïque de l'islam en France? Ça a évolué d'une année à l'autre, mais je vous donne un peu les chiffres, les derniers chiffres de 2016. D'abord, il y a ce qu'on appelle les musulmans culturels. Un musulman culturel, c'est quelqu'un qui... il y a plusieurs types de musulmans culturels. À la limite, donc, il se dit musulman. Parfois, il a certaines pratiques minimales, ce que j'appellerais moi le minimum syndical, si vous voulez, pour apparaître comme musulman dans la rue. Hein. C'est un islam de comportement. Mais qui est attaché essentiellement à la dimension culturelle de cette civilisation ou de cette culture arabe.
Ou alors il peut avoir une culture berbère, mais en même temps avoir une culture islamique, mais très légère. Et évidemment, c'est un musulman. Pourquoi? Parce qu'il sera enterré musulman, il est né musulman, il aura la circoncision, et il sera enterré musulman, même s'il a laissé comment on dit, Un testament. même s'il a laissé un testament pour dire je veux être enterré seul, en dessous de mon chêne, dans mon jardin, ou bien je veux être incinéré. C'est impossible. C'est pas l'État qui l'impose, l'État va l'imposer aussi pour d'autres raisons. Mais c'est la force de la société, cette cohésion qui fait que la famille ne peut pas comprendre. Je sais qu'il y a ici des personnes qui sont d'origine maghrébine, ils comprennent ce que je dis, même si je le dis mal, je m'en excuse. Et donc ça, c'est la force de la société, parce que la société n'a pas encore évolué dans cette dimension par rapport aux autres sociétés dites religieuses, chrétiennes, juives, etc. Alors il y a les croyants non pratiquants. Alors dans les musulmans culturels, il y en a beaucoup qui ne sont pas croyants, mais ils ne le disent jamais. Alors certains, quand il s'agit d'intellectuels très raffinés, ils se disent agnostiques. Voilà. Certains se disent laïcs, parce que quand ils disent qu'ils sont laïcs, il y a un parti laïque par exemple en Algérie, les gens comprennent qu'il est sorti des pratiques religieuses habituelles, même si ce n'est pas vrai pour ces militants. Il y a les croyants non pratiquants, c'est-à-dire que bon, ils mangent halal, ils font le ramadan, et puis il y a la circoncision, et puis ils seront enterrés musulmans. Maintenant pour le reste, les détails, oui, ils ne sentent pas le besoin d'aller à la Mecque systématiquement, et on a plein, on a des millions. Ils ne sentent pas le besoin de faire ce qu'on appelle la charité légale, qui est la zakat. Ils font sûrement la charité à titre privé en tant que citoyen, quand on voit quelqu'un dans la rue. Bon. Mais voilà, ça c'est une catégorie importante sociologiquement et quantitative. Mais on n'en parle jamais, pourquoi? Eh bien, vivant caché, vivant heureux. Vous ne le verrez jamais à la télévision. Je ne vais pas avoir d'autres problèmes. Il y a les croyants pratiquants. Je vous donnerai ensuite les statistiques. Bon, là c'est clair. Ils pratiquent tous les principes. Il y a 5 piliers de l'islam. Donc ils essayent de les appliquer dans leur vie. Même le pèlerinage à la Mecque, au moins une fois dans sa vie, quand on a les moyens. Il y a les croyants pratiquants militants. C'est là où commence la différenciation. C'est lorsqu'en plus de la démarche strictement religieuse et de la foi, on va instrumentaliser, consciemment ou inconsciemment, instrumentaliser la religion à des fins politiques. Voilà. Donc ce sont des croyants pratiquants militants, et puis le dernier, des croyants pratiquants activistes. Alors, il y a des militants qui cotisent dans les partis islamiques, ou qui sont militants juste comme ça. Par exemple, vous allez voir, il y a des exemples qui font du prosélytisme pour que d'autres deviennent meilleurs musulmans que leurs voisins. C'est le militantisme religieux. Puis il y a le militantisme politique, c'est les activistes qui aboutissent jusqu'au terrorisme, jusqu'aux attentats, etc. Jusqu'à Daesh. Mais ça n'a pas toujours existé. Ça n'a pas toujours existé. Dans toute l'histoire de l'islam, depuis le 8e siècle jusqu'au 19e siècle, le nombre de groupuscules qui se sont formés et qui ont assassiné des gens au nom de l'islam, mais en tant que groupe, en tant qu'individu, l'État a assassiné aussi, les époques, eh bien, le seul qui est le plus connu partout, comme par hasard, c'est ce qu'on appelle le groupe des assassins, et qui ont assassiné le Premier ministre à Bagdad, qui précisément représentait, pourquoi ils l'ont assassiné, c'est pas parce que leur idéologie c'était l'assassinat, parce qu'en fait on oublie de dire que ce sont une tendance non orthodoxe qui, ne pouvant pas, et ont été réprimés pendant longtemps par l'État, ont essayé d'assassiner les dirigeants orthodoxes. Et donc on commence par le Premier ministre, qui s'appelle Nizam al-Mulk. Quel est le nombre des musulmans en France? Bon, avec les chiffres à peu près de 2015-2016. En 2013, il y avait 4,1 millions qui se déclaraient musulmans. Alors là, je prends les statistiques françaises. Bien, avec toutes les précautions d'usage, bien sûr. Je n'ai pas vérifié. 2,1 millions se déclarent croyants et pratiquants. Vous voyez, ça va un peu dans le sens de ce que je dis. Il y en a la moitié qui ne se déclarent pas. C'est énorme. Mais là, on est en France, il y a des statistiques en France. Au Maghreb, quelqu'un qui vient faire des statistiques, il vient faire un sondage. Vous êtes musulman? Bien sûr. Vous faites la prière? Oui, bien sûr. Non, vous n'avez pas vu à la mosquée? Ben, je la fais chez moi. C'est vrai, parce que la loi musulmane
n'oblige pas quelqu'un à aller à l'église, à la mosquée, pardon. On peut le faire chez soi. Et puis, personne n'a le droit de venir vérifier si vous avez bien fait, vous êtes bon musulman normalement, d'après les principes. C'est que les principes ont été dévoyés. Dans l'islam, en fait, la religion musulmane, bon, attention, ce que je vais dire, ne croyez pas qu'on m'a payé pour dire ça. Ne croyez pas que je fais du prosélytisme caché. Dans la religion musulmane, c'est la religion où il est très très facile de devenir musulman. Et très difficile d'en sortir. Bon, je ne vous donne pas la recette. Il y a les êtres humains, s'ils sont musulmans, ils n'ont de compte à rendre qu'à une seule entité, Dieu, sans intermédiaire. Est-ce que vous savez qu'il n'y a pas de confession au pays d'islam? Donc tout ce qu'on vous raconte là, ce sont des gens qui font du terrorisme intellectuel. La pression sociale. Pourquoi? Parce que le vécu musulman reste un vécu de comportement. Ce que l'on voit, ça va jusqu'à la caricature. Dans mon village, ma mère était vivante, j'allais le rendre visite régulièrement quand j'allais faire des conférences. Vous voyez, le vendredi, des jeunes, vraiment, carrément, hein, des colonnes de jeunes, vous êtes sûr qu'ils vont à la mosquée parce que la mode était que l'on voit qu'ils vont à la mosquée parce qu'ils ont un tapis sur les épaules. Ce que n'a jamais demandé mon père imam et mon grand-père mufti. Jamais. C'était l'islam de l'ancienne époque. Et qu'on retrouve aussi pendant longtemps au Maghreb. Ce que je vous dis sur l'Algérie est valable sur le Maghreb. Pour tout le Maghreb. Alors, 70 000 à 110 000 sont des convertis. Ça, c'est l'INSEE 2010. Évidemment, ça a évolué depuis. C'est énorme, hein, 110 000. Ouais. Voici les tranches d'âge des musulmans ou qui se déclarent musulmans selon toutes les catégories que j'ai signalées tout à l'heure. Vous voyez que la majorité, évidemment, ce sont ceux c'est les plus jeunes. Et donc, à partir du moment où ce sont les plus jeunes, ensuite un peu les moins jeunes, ensuite vous voyez, les vieux sont peu nombreux. Donc, un des éléments des observateurs de l'histoire de l'islam en France, ils disent qu'il y a un élément qui est optimiste, c'est que plus on est jeune, plus on peut être endoctriné et plus on est radical. Donc il faut espérer que, avec les mesures qui vont être prises un peu partout, grâce à l'école, on reviendra à l'école après, le rôle de l'école, qui a échoué dans beaucoup de domaines sur cette question, c'est pas de sa faute, grâce à une meilleure intégration socio-économique, ça, on en parlera après si vous voulez, parce que c'est un débat entre nous, bien peut-être que ces tranches d'âge vont sortir des statistiques de ceux qui disent que c'est l'islam qui est le guide de leur vie tous les jours. Et qu'ils vont être de bons musulmans, mais ce sont aussi de bons citoyens de la société, d'une société laïque. Pour le moment, beaucoup considèrent que c'est une contradiction. On devrait normalement évoluer vers un autre type de comportement. Quelles sont les origines géographiques des musulmans en France? Je dis bien des musulmans en France et pas de France. Il y a le Maghreb, 65%. Voilà le poids de l'histoire. Il y a l'Afrique sahélienne, 12,5. Donc si vous ajoutez 60 plus 10, ça fait 70, 77, à peu près 78% des musulmans de France, des Français musulmans, etc., vous les appelez comme vous voulez, eh bien, c'est le résultat de l'histoire, de l'histoire coloniale de la France. Et tant qu'on ne parlera pas clairement, on ne débattra pas de cette question, des conséquences de cette colonisation, des décisions qui auraient dû être prises, en particulier, eh bien, on continuera à tourner en rond. On parlera de l'islam en général. On accusera même des États en Orient. Les accusations peuvent être légitimes, mais on mettra ça, l'arbre qui cache la forêt. On accusera tel pays, qui finance tel ou tel courant islamiste, qui fait ceci, qui construit des mosquées. Mais le problème fondamental, historiquement, aux yeux d'un historien, c'est ça. C'est la démographie et l'origine de cette démographie. Parce que cette démographie s'est produite en grande partie maintenant, en France, mais elle a encore des liens avec son histoire. Et histoire qui n'est pas écrite dans les livres de la République. Parce qu'il y a quelque chose qu'on néglige beaucoup, c'est que nous sommes une société de l'écrit. Et nous avons des communautés très importantes
qui vivent encore avec une culture de l'oralité, et qui font plus confiance dans ce qu'on leur dit à la sortie de la mosquée, ou à la sortie de la rue, ou dans la famille, le soir, sans vérification, sans les critères de l'écrit, que ce qui est dit à l'école. À tel point, d'ailleurs, qu'il m'est arrivé, des collègues m'ont dit, écoute, est-ce que tu peux venir faire une conférence dans tel ou tel lycée ou collège? Je dis, pourquoi moi? Il y a d'autres collègues qui sont qualifiés, etc. Ils disent, non, il y a des choses que nous ne pouvons pas dire. Mais toi, quand tu vas apparaître avec ton nom, Ahmed Jabbar, universitaire, tu as à la fois l'estampille de l'origine et puis le truc du fait que tu es universitaire. Et donc ce que tu vas dire va être écouté. Écouté. Il dit parce qu'on ne nous écoute plus. Certaines oreilles ne nous écoutent plus parce qu'on a débranché les écouteurs uniquement parce que l'interlocuteur est de telle ou telle communauté. C'est ça qui est grave. Les orientaux sont 12,5% et les autres 10%. Les autres, c'est pas, par exemple, il y a des gens qui sont de passage, qui sont les diplomates, des gens qui font du business, qui viennent de tous les pays musulmans. Bon, parfois ils restent 1 an, 2 ans, 3 ans. Il y en a qui ont de belles maisons, qui se payent des maisons ici en France. Pas nécessairement des gens très très riches. Il y a beaucoup de gens qui gouvernent les pays musulmans, mais qui préfèrent, s'ils sont francophones, voilà l'histoire encore, qui investissent dans des appartements à Paris ou à Marseille. Bon, ils ne sont pas encore arrivés à Perpignan parce qu'ils ne connaissent pas le chemin. Mais encore, madame, mais encore. Bien. Et donc là, ce sont suivant les affinités. Et puis, donc, il y a une installation discrète. Quelle est la répartition socio-économique? Ça, c'est très important. Les militaires et main-d'œuvre ont commencé à venir en France à partir de 1914. Les rapatriés à partir de 1962. Je ne parle pas des pieds noirs. Je parle des rapatriés de confession musulmane, ou se disant musulmans, parce qu'eux aussi ne pratiquaient pas. Même en Algérie, tous ne pratiquaient pas. L'islam populaire, moi je l'ai connu. J'ai été élevé par une mère qui était totalement analphabète, qui était musulmane, mais qui ne connaissait que 4 versets du Coran. Ça lui suffisait parce que, étant convaincu qu'elle était musulmane, en islam, il y a le principe de la bonne foi. Si vous croyez en quelque chose avec la bonne foi, pas avec le calcul. Et donc, Dieu agrée votre action. Donc, elle était analphabète, mais elle était musulmane. Et pourtant, je savais qu'elle et puis les voisines, etc., et puis dans les villages profonds, et en particulier chez les Berbères, il y a encore jusqu'à maintenant des séquelles importantes du paganisme du Moyen-Âge, dans l'islam. Comme il y en avait dans le christianisme et le judaïsme. Voilà. Et c'est tout à fait normal, ça ne vous choque pas, vous, parce que ce sont des phénomènes de type culturel, sociologique, sociétal. Bien. Alors, donc il y a les rapatriés, il y a la première et deuxième génération, c'est-à-dire nés ici, il y a la troisième et quatrième génération. Et ce sont ceux-là qui posent les problèmes. Parce que même ceux-là ne posent pas les mêmes problèmes que ceux-là. Et puis ceux-là, soit depuis 14 ils sont morts, soit maintenant ils ne sont pas très très frais, comme nous un jour, mais par contre ils diffusent une idéologie. Ils diffusent une perception de la religion. En général, c'est une perception populaire. Mais de plus en plus, cette perception populaire de la religion, comme celle qu'a eu ma mère, va être contaminée par un discours structuré extérieur à la culture de ces communautés. C'est le discours que moi j'appelle un discours islamiste, avec plusieurs degrés, vous allez voir, il y a plusieurs courants, en France. Alors, et puis il y a les résidents temporaires. Vous mettez tout. À la fois les touristes, qui sont très nombreux, musulmans, riches ou pas riches, les diplomates, les clandestins, alors il y en a beaucoup, les musulmans et la France à travers les siècles. Alors, si vous voulez, chers amis, avoir une vision plus complète de ce qu'est l'islam aujourd'hui en France, il faut au moins connaître un minimum de quelles étaient les relations de la France avec cet immense espace qui a dominé le monde depuis le 8e siècle jusqu'au 18e siècle. Quelles étaient ces relations? En dehors de la colonisation qui est la seule relation visible, parce qu'elle est proche. Bien, c'est très complexe et c'est très riche. Je vais le résumer
Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas visibles, mais qui restent dans les mémoires transmises dans les mémoires. Voici un livre que je vous conseille de lire, dirigé par M. Mohamed Hakoun, qui est le meilleur spécialiste, il est mort, durant mon hommage, de la Sorbonne, de l'islamologie. L'islamologie, c'est vraiment l'étude des problèmes de l'islam au sens théorique du terme. Mais quand même, il a accepté de diriger ce livre avec Jacques Le Goff, qui est l'un des plus grands médiévistes français, comme vous le savez. Et donc, il a fait Histoire de l'islam et des musulmans en France, du Moyen-Âge à nos jours. Il faut absolument l'avoir. Premier mot, occupation partielle. Je vais commencer par ce qui fâche. J'ai fait exprès. Occupation de votre région, par les musulmans. Voilà. Sauf qu'on a oublié ce qu'ils ont laissé. Alors, ce qu'ils ont laissé, ben maintenant les chercheurs ont travaillé et ont trouvé des choses très intéressantes que les Catalans acceptent, qu'ils soient d'ailleurs de l'autre côté de Pyrénées, ici, mais que les non-Catalans n'acceptent pas. C'est très intéressant. Pourquoi? Parce que les Catalans, ben, une minorité accepte beaucoup plus les enrichissements qui viennent que la majorité qui considère qu'elle est vaccinée et qu'elle n'a pas le droit que personne ne peut venir changer l'identité de cette majorité. Alors, est-ce que vous savez qu'il y a peut-être plus de 200 mots arabes qui sont dans la langue catalane? Alors, il suffit d'aller chercher les livres qui écrivent ça, et puis il suffit de voir sur Internet, il y a des articles. Et puis je vous informe qu'en octobre, il y aura une émission sur France Culture. Oui, quand je prépare une conférence, je suis vigilant, sur France Culture, sur la langue arabe et la littérature catalane. Alors, je ne sais pas qui va en parler, donc il faudra peut-être l'inviter un jour. C'est autour du 10 octobre. Donc, occupation partielle, violente bien sûr, hein, ça c'est l'histoire. Bien. Mais regardez les flèches, ce n'est pas resté uniquement, c'est allé jusqu'à Poitiers, c'est ici allé jusqu'à, les gens ne le savent pas, Arles, Avignon, Orange, Avignon, Autun, et il y a une partie qui est allée vers les Alpes et en Suisse, jusqu'au Valais. Donc il y a un livre qui écrit cette histoire du 1er siècle de l'islam dans le sud de l'Europe, indépendamment évidemment de la péninsule ibérique. Deuxième moment, carolingien et abbasside. Mais figurez-vous que, après les conquêtes, la France a été un pays privilégié. C'est le pays qui a noué les premières relations diplomatiques avec le monde musulman. Et ça, on l'oublie. Pourquoi? Parce que les croisades sont venues après. Je viendrai aux croisades après. Les croisades ont effacé de la mémoire les éléments positifs des relations entre la France et les pays musulmans. Les croisades elles vont durer 2 siècles, et évidemment, c'est normal qu'elles effacent les autres aspects. Mais les croisades sont restées dans les mémoires, dans les programmes même, et ceci ne se trouve pas dans les programmes de manière systématique. Il y a Pépin le Bref. Est-ce que vous savez qu'il a eu des relations diplomatiques? On rigole en pensant à Pépin le Bref. C'était un grand roi. Il avait une stratégie. Il a signé un accord avec le deuxième grand, c'est le deuxième, mais c'est le premier grand calife abbasside, Al-Mansour, que j'ai évoqué tout à l'heure, qui a régné de 751 à 54 à 775. Alors lui, c'est pas le musulman, hein. Ils n'ont pas la tiare. Lui, c'est Pépin le Bref, d'ailleurs on le reconnaît, n'est-ce pas? Et là, alors, ensuite, là, c'est Charlemagne et Haroun al-Rashid. Alors ce que je vous présente, ce n'est pas des légendes. Il y a des légendes, hein. Mais là, ce n'est pas des légendes, c'est attesté par des historiens. Et souvent, les relations avec la France sont attestées beaucoup plus par des historiens français, européens, que par les musulmans. Pourquoi? Parce qu'à cette époque, la grande puissance, l'Amérique de l'époque, c'était les musulmans. Donc il ne faut pas se casser la tête pour raconter une petite aventure, une petite chronique, une petite délégation qui est allée dans un petit pays, qui s'appellera d'ailleurs le pays des Francs. Redonnez ce nom, le pays des Francs. Et donc du coup, les Arabes ne parlent pas de ça, les grands historiens arabes ne parlent pas de ça. Heureusement, nous avons les sources françaises, les sources européennes. Bien. Troisième moment, les reconquêtes chrétiennes en Occident. Alors là, on va rentrer dans les croisades, sauf que beaucoup de collègues ici, peut-être, ne savent pas qu'il y a eu 2 types de croisades. On ne parle que de celles qu'on enseigne à l'école. Mais les autres sont aussi importantes aux yeux des historiens du monde musulman. Moi, j'ai eu une conférence complète de 2 heures
Je peux le raccourcir, hein, si tu m'invites. Oui. Je commence à avoir peur comme président, je ne suis pas à la moitié de ma conférence. J'ai une conférence sur les croisades vues par les historiens arabes. Et c'est pas tout à fait ce qu'il y a dans... C'est surprenant, hein. Et c'est pas tout à fait ce qu'on enseigne. Jusqu'à maintenant, 2017, monsieur. Alors, 1063, 1492. Ça concerne l'Occident, c'est-à-dire l'Espagne, le Portugal. Le Portugal a été gouverné par les musulmans pendant 5 siècles. L'Espagne pendant 8 siècles. Il reste encore des traces pour le Portugal. La région sud du Portugal, j'y étais il y a 2 semaines, s'appelle l'Algarve. C'est un mot arabe qui veut dire tout simplement l'Occident. Al-Ghab. Et là, il y a encore des traces de villages, de villes, etc. Bien. 1063, je vais aller vite. Hein. Croisade des Bourguignons en Espagne. Je l'appelle croisade lorsque les papes eux-mêmes ont décrété qu'elle avait la qualité d'une croisade. Or, normalement, la croisade, c'est vers le tombeau du Christ. Donc il y a eu un détournement très tôt du concept de croisade. Bien avant la première grande croisade qui est en 1099. 1071, reconquête de la Sicile. Bon, ce sont des reconquêtes en fait essentiellement politiques, mais déguisées avec des discours, c'est normal, pour mobiliser les gens de type religieux. Et c'était la reconquête des territoires qui étaient chrétiens. Reconquête de Tolède. Attaque de Mahdia, qui est en Tunisie aujourd'hui, par les Génois et les Pisans. Vous êtes d'accord que ce n'est pas religieux du tout. Les Pisans et les Génois, ce sont des commerçants. Et que je sache, les grandes villes italiennes n'ont jamais eu de préoccupation religieuse dans leur business. Depuis le XIe siècle d'ailleurs. Et d'ailleurs, ça leur a permis d'être d'accord avec tout le monde, même avec les musulmans, mais à la fin, de contrôler tout le commerce méditerranéen. Ce n'est pas les Français qui l'ont fait. C'était le XIe siècle. Les Italiens ont détrôné les puissances maritimes musulmanes de la Méditerranée. Croisade des chevaliers francs. Ah, le mot franc arrive là. En Espagne, prêché par le pape Urbain II. Alors là commence à apparaître le rôle de la France beaucoup plus important que les autres États de l'Europe. À tel point, vous allez voir, quand on ne prête qu'aux riches, que les historiens arabes vont donner un nom à toutes ces attaques et toutes ces actions militaires, un nom qui colle à la France. Alors, voici l'image d'Épinal. Reconquête de la Corse. Il y a beaucoup de Corses qui ne savent pas que la Corse a été musulmane pendant longtemps. Et qu'il y a plein de chromosomes arabes, berbères, etc. Parce qu'il y a aussi les Vandales qui sont passés avant les musulmans, en romains, en Corse. Et que, normalement, ça pousse à être très tolérant vis-à-vis de l'étranger. Ce qui n'est pas toujours le cas. Je ferme la parenthèse. Reconquête de Saragosse, reconquête de Cordoue, et reconquête de Grenade, c'est la dernière, puisque Grenade, c'est non seulement on reconquiert, mais on chasse les juifs et les musulmans, mais on n'arrive pas à les chasser tous. Le ciment religieux, c'est le seul qui reste en dernier pour sauver la spécificité de la communauté. Ce qui explique pourquoi, lorsqu'une communauté, même dans une situation de relative opulence, de normalité, a toujours ce réflexe de croire qu'elles sont en danger et donc de se protéger par leur spécificité qui va produire le communautarisme. Voilà. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc, vous allez voir que les musulmans et les juifs, eh bien, ils vont résister quand même, avec des techniques connues, et ils vont réapparaître. Bon, je vais en parler après. 4e moment. Croisade d'Orient. Alors, comme c'est connu, je vais juste vous donner la liste et puis on passe à l'autre. Ah, merci, c'est très gentil. Alors, pourquoi je vous donne la liste? Sans commentaire. Je vais vraiment me faire souffrance pour n'en pas parler. Parce que j'ai une conférence sur ça. Tout ce qui est en violet, ça veut dire que les acteurs sont de France. J'ai pas mis les autres, mais si je les avais mis en autre couleur, vous verrez que la majorité, ce sont les gens de France. Et ça va marquer l'histoire des croisades. Ça va même marquer l'écriture de l'histoire des croisades. Et donc, l'enseignement de l'histoire des croisades. Pierre l'Ermite, français. Raymond de Toulouse. Godefroy de Bouillon. La 2e croisade. Bernard de Clairvaux. Louis VII. 3e croisade. Philippe Auguste, rien que ça. Votre France. Important.
Quatrième croisade, Boniface de Montferrat, Foulques de Neuilly. Là, c'est autre chose. Ce sont d'autres acteurs, je ne les mets pas, j'en parle pas. Il y a en particulier la sixième, c'est Frédéric II de Hohenstaufen. Et lui, il a eu le mauvais goût, au lieu de faire la guerre comme tout le monde contre les musulmans, pour récupérer Jérusalem par les armes, parce que ces musulmans sont tordus, il a eu cette idée saugrenue de négocier pour avoir Jérusalem sans verser une seule goutte de sang. Alors du coup, il a été excommunié par le pape, parce que ça ne se fait pas. Hein, il faut faire une bonne guerre. Il a été excommunié, mais le problème c'est que c'est lui qui a eu raison aux yeux de l'histoire, parce qu'il a réussi à négocier, et c'est la seule croisade qui n'a pas fait verser une goutte de sang et qui a récupéré Jérusalem. Bon, ils ont signé un accord avec le roi d'Égypte qui était le plus puissant. Saint-Louis, alors là vous connaissez, deux croisades. La 7e croisade et la 8e, toutes les deux parties de l'Aigues-Mortes. Il y a eu une émission cette semaine sur l'Aigues-Mortes, sur, comment s'appelle l'émission, très connue sur la FA3. Oui, des racines des ailes. Voilà pourquoi, pour tous les musulmans jusqu'à aujourd'hui, pour les historiens, toutes les croisades, ce sont les croisades des Ifranj. C'est l'arabisation du mot franc. Même quand c'est une croisade menée par des Allemands, il y en a eu des Anglais, eh bien, qui sont les gens qui sont venus? Ce sont des Francs. Alors, 5e moment, les savoirs arabo-musulmans en France. Eh bien, la France va s'enrichir du produit de milliers d'acteurs, citoyens de la cité islamique, sans qu'ils les aient jamais connus et sans qu'ils aient foulé la terre de France. Mais qui vont être une des dynamiques importantes de ce qu'on appellera plus tard la Renaissance. Les sciences, la philosophie. J'insiste pas, ça, ce sont des conférences qui sont nombreuses. Alors, voici un exemple, puisque en France, c'est un Français, qui lui va être un vecteur de cette science arabe, on va appeler d'ailleurs la science arabe, alors qu'il y a dans cette science les sciences grecques, les sciences indiennes, les sciences arabes produites après le 8e siècle. Alors ce monsieur, vous devez le connaître, il a quelque chose, il va être soit un cardinal, soit plus fort que ça. Si vous êtes bien informé du point de vue des miniatures, c'est au-dessus de cardinal. Ah, c'est quoi, vous êtes des laïcs? C'est au-dessus, c'est le pape. C'est le pape. Un pape français. Le cardinal. Un pape français. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'est pas tout à fait du sud-ouest, mais quand même. Gerbert d'Aurillac. Gerbert d'Aurillac, c'est le pape Sylvestre II. On l'appelle le pape de l'an 1000. Eh bien, c'est grâce à ce monsieur. Alors, on dit qu'il a introduit. En fait, nous savons maintenant qu'ils ont été introduits bien avant, dès le milieu du Xe siècle. Nous avons des preuves dans des manuscrits. Mais une légende a circulé, qu'on utilise aussi, hein, pour désamorcer aussi les problèmes quand on fait des conférences dans les écoles, ce sont des futurs citoyens. On dit, regardez, vous voyez, les sciences arabes, et c'est grâce à un Français qu'elles vont se diffuser en France. C'est pas tout à fait vrai. Là, on triche. C'est plus compliqué. Bien. Gerbert d'Aurillac, 950-1003. Astronomie et calcul. Pierre le Vénérable. Il a financé de sa poche la traduction latine du Coran. Figurez-vous que nous sommes au XIIe siècle. On a guerroyé contre les musulmans pendant un siècle et demi, ou plus. Personne n'a pensé traduire leur corpus pour comprendre pourquoi ces musulmans sont là et pourquoi ils ont gagné et pourquoi ils dominent le monde. C'est-à-dire qu'on n'a pas traduit leur programme politique. On dirait aujourd'hui, on ne connaît pas leur programme politique. Et on les a combattus. Et alors celui-là, c'est un ecclésiastique qui leur a dit enfin soyez raisonnable. Il faut traduire le livre de vos ennemis pour mieux les combattre. Et c'est comme ça qu'il a essayé de chercher des traducteurs. Ben, il n'en a pas trouvé tout de suite. Parce que nous sommes au début du XIIe siècle, où tous les traducteurs qui sont venus librement, volontairement, nous sommes dans la période du transfert des savoirs, ont appris l'arabe dans les villes d'Espagne ou de Sicile, Palerme. Ce sont des jeunes qui étaient entre 19 ans et 30 ans, et qui ont décidé de former une sorte de communauté scientifique et de traduire, sans aucune commande de l'État, mais uniquement des ouvrages de philosophie, de mathématiques, de physique, d'astrologie, etc. Tout ça, on a appelé ça les sciences. Voilà. Et quand on leur a dit, mais on va vous payer pour traduire les trucs du Coran, ils disent, ça nous intéresse pas. Pierre Abélard. Alors là, c'est un personnage très important parce que il symbolise
un des professeurs de la Sorbonne qui a essayé de diffuser la science arabe, à la fois au niveau de ses discours, la philosophie de la science, et au niveau même de son comportement, parce qu'il considérait qu'il disait, comme certains Anglais, comme traducteurs, comme Gérard de Bâle, Gérard de Crémone, etc., que la science, bien, elle vient de l'espace musulman. Aujourd'hui, on dit les plus grands chercheurs viennent des États-Unis. Et à l'époque, on disait, on n'y peut rien. La science vient de l'espace musulman. Voilà. Et donc, Pierre Abélard, est-ce que vous savez qu'il était tellement amoureux, admiratif de la science dite arabe, c'est-à-dire écrite en arabe, il y avait tous les acteurs de la civilisation, tellement amoureux de ça, que lorsqu'il a eu son fils avec la femme qui a été ensuite, Héloïse, merci beaucoup, condamnée par ses parents même, donc ils ont eu un fils, un garçon, ben, ils l'ont appelé comment? Ils l'ont appelé d'un nom qui symbolisait la fine fleur de la science à cette époque-là. C'est un instrument astronomique qui s'appelle l'astrolabe. Alors le fils d'Héloïse d'Abélard s'appelle l'astrolabe. Alors là, c'est pas l'astrolabe, c'est un autre, c'est la sphère armillaire, qui est beaucoup moins sophistiquée que l'astrolabe, qui est un bijou. C'est une invention grecque, mais qui n'a, semble-t-il, pas été réalisée par les Grecs, on a des textes, mais qui a été réalisée, fabriquée, améliorée par les astronomes des pays d'Islam. Et puis il y a Syllabus de Pompier, parce qu'il faut bien que je vous montre les méchants. Il y a les gentils et les méchants. Il y a les gentils qui ont été des passerelles de la science dite arabe vers l'Europe, qui vous montrent que même quand il y a des conflits idéologiques, il y a toujours, grâce aux sciences, eh bien, elles vont jouer le rôle de passerelle. Donc, il y a des gens de bonne volonté des deux côtés. Et puis il y a ce méchant qui, lui, un professeur ecclésiastique à la Sorbonne, qui a sorti des bulles, ça s'appelle des syllabus, comme des petits décrets, qui interdisait l'enseignement de la philosophie et des sciences arabes, et surtout la philosophie. Il est connu comme étant un très grand réactionnaire, déjà considéré comme réactionnaire au XIIe siècle. Il faut le faire. Au XIIIe siècle, pardon. Sixième moment, l'alliance stratégique. Ben, la France est allée beaucoup plus loin. C'est pour ça qu'il faut que les Français se souviennent des relations privilégiées avec le monde musulman pour atténuer au moins, combattre certains discours qui sont absolument insensés. Voici François Ier. Une de ses actions les plus importantes sur le plan diplomatique, d'avoir été le premier à tisser des relations privilégiées avec l'Empire ottoman. Absolument magnifique. Je ne rentre pas dans les détails, hein, ce n'est pas ma conférence. Vous verrez, c'est très très riche. Pourquoi? Parce que Soliman Magnifique représentait le chef de la plus grande puissance en Méditerranée, évidemment avec Philippe II, côté en Espagne, et puis François Ier, eh bien Philippe II et les autres lui portaient ombrage. Donc il voulait être une puissance qui soit plus forte, et l'allié naturel, eh bien c'était la Turquie avec pardon. C'est un anachronisme, c'est pas la Turquie, c'est l'Empire ottoman. Septième moment, la première immigration. N'oubliez pas de sortir aux gens qui ne connaissent pas l'histoire qu'en fait, les musulmans ont commencé à venir en France depuis longtemps. Ce sont les Morisques qui, n'ayant pas été chassés en 1492, d'Espagne et du Portugal, ont été obligés de pratiquer le christianisme de manière obligatoire, contrainte, mais qui pratiquaient le judaïsme et l'islam en cachette la nuit. Pour l'islam, c'est autorisé quand on est dans des situations où ses propres convictions sont menacées, bien on accepte le discours de l'ennemi, mais pas dans son cœur, uniquement au niveau du comportement et du langage. Et dès que l'occasion se présente pour redevenir un vrai juif ou un vrai musulman, eh bien il faut le faire. Mais l'occasion ne va se présenter qu'au début du XVIIe siècle. Parce qu'à ce moment-là, il y a une décision gouvernementale de l'Espagne de chasser tous ceux qui sont descendants des musulmans, qui ont été christianisés, et tous christianisés, mais qui continuaient à pratiquer leur religion en secret la nuit. Grâce aux services de police, ils avaient déjà un service de police bien sûr, donc ils les ont tous repérés, ils les ont chassés. Où sont-ils? Voici une miniature. 150 000 sont venus en Provence et 40 000 en Navarre. 50 000 au Languedoc, la région.
ordonnance d'Henri IV. Et il dit qu'ils soient usés en leur endroit d'humanité pour les recueillir en ces pays et États. C'est très joli comme ça. Même si vous n'êtes pas d'accord avec Henri IV. Moi, Henri IV, d'ailleurs, quand j'étais élève, j'étais premier en histoire. J'avais deux personnages que je respectais beaucoup. Deux. Il y en a un pour lequel j'ai changé d'avis, c'est Bonaparte. Parce que je connais mieux l'histoire, parce qu'on ne nous a pas raconté ce qu'il a fait en Espagne, ce qu'il a fait, etc. Et puis il y a Henri IV. Et Henri IV, je continue toujours à considérer que c'était un grand roi. Même si j'ai tort, c'est pas grave. C'est mon jardin secret. 30 000 seulement regardent le Maghreb, alors que normalement on s'attend à ce que tous ces gens-là passent en France pour quelques nuits, un peu comme les réfugiés d'aujourd'hui, puis qu'on leur mette des bateaux qui vont au Maghreb. Ben non. 30 000, c'est-à-dire pratiquement même pas le tiers, est allé au Maghreb, qui est le lieu naturel, entre guillemets, et puis une partie est allée en Anatolie. 8e moment, c'est là où commence justement l'histoire moderne, avec les conséquences, dont les conséquences ont des effets encore aujourd'hui. Parce que ce n'est pas seulement les mémoires. Colonisation et protectorat. Voici une belle miniature de l'expédition d'Égypte. Donc il y a eu d'abord 1798-1800, la tentative avortée de Napoléon en Égypte. Alors, vous savez qu'il y a eu le centenaire. Oui, le centenaire et le... dernièrement, le bicentenaire. Le bicentenaire. Le bicentenaire. Le bicentenaire n'a pas été fêté vraiment en France, mais il a été fêté en Égypte. Ça a donné un grand colloque franco-égyptien, et ça a donné une littérature sur cette période écrite par des Égyptiens. Eh bien, la vision est totalement différente de l'histoire officielle française. Totalement différente. Et donc, je vous invite à trouver sur Internet, il y a les textes. Il y a une dizaine de textes. Ça a été, mais on n'a pas fait beaucoup de publicité ici en France. Et évidemment, vu par les Égyptiens, c'était une occupation. Voilà. Et ça, évidemment, vous allez me dire, oui, mais il y a le côté lumière, qui est l'expédition scientifique. Oui, mais aujourd'hui, les historiens égyptiens ne retiennent pas l'expédition scientifique. Ils disent que c'est vrai, elle existe, etc. Et de toute façon, l'expédition scientifique, elle a rendu service à la France, pas à l'Égypte. C'est tout. Sans parler du pillage, sans parler de tout. Je ne rentre pas dans les détails. Oui. 1830-1962, colonisation de la ville. Quelle trace dans les mémoires? Je parle des autochtones. Quelles conséquences au niveau des relations internationales, etc., etc. Alors il y a beaucoup de choses qui doivent être normalement qui doivent circuler pour que les gens soient informés. Protectorat en Tunisie, colonisation d'Afrique noire, protectorat au Maroc, protectorat en Syrie. On parle très peu de protectorat en Syrie. Première guerre mondiale. Recrutement de contingents venant des colonies. Je vais vite parce que vous connaissez l'histoire. Près de 100 000 morts ou blessés de la première guerre originaire des colonies. On ne l'enseigne jamais. On peut l'enseigner avec pudeur d'ailleurs, mais l'enseigner quand même. Création de cimetières musulmans en France. Décision de l'État. Il n'y a pas encore de revendication. Décision en hommage à ceux qui ont défendu la France. Août 14. Recrutement d'une main-d'œuvre des colonies pour remplacer les recrues françaises parties au front. Décision de l'État français. Et donc, ce ne sont pas des réfugiés. On est allé les chercher. Et évidemment, quand on va chercher des gens, on crée une tradition. On crée une histoire de ces familles. Donc, on crée des habitudes culturelles. J'ai un cousin en France. J'ai un cousin à Aurillac. J'ai un cousin à Metz. J'ai un cousin à Paris. Et ensuite, évidemment, quand la porte sera grande ouverte, eh bien, ce cousin va devenir le pôle qui va attirer beaucoup, beaucoup de cousins du village, du Maghreb. Et on va avoir d'ailleurs des compositions, non pas par le système du communautarisme musulman, ça viendra beaucoup plus tard, après, lui il efface les spécificités, mais uniquement par village. À tel point que, si moi j'appartiens à un tout petit village de Kabylie, là, par la montagne, et si je venais à mourir, je ne m'inquiète pas du tout. Ce sont les gens du village ici qui sont à Paris, si je suis à Paris, ou même à Marseille, qui vont se cotiser tous, et je serai enterré en terre d'islam. Mieux que ça, dans le village où je suis né.
Et bien ça, c'est un des éléments, évidemment qui n'est pas négatif, du communautarisme. Et ça va procéder au développement des autres aspects du communautarisme. Accueil d'étudiants venant des colonies. 1926, inauguration de la mosquée de Paris. 57, décret de Guy Mollet nommant Hamza Boubacar recteur de cette mosquée. 1992, Dali Boubacar recteur. C'est le fils. Et nous sommes en 2017. Il est toujours recteur. Décennie 60. Là, c'est la décennie de l'indépendance de tous les pays du Maghreb et de l'Afrique. Là, vous allez voir, ça va changer. Implantation de 42 500 rapatriés d'Algérie. Bon, vous connaissez l'histoire, mal logés, cantonnés, etc. Avec production de nouvelles générations, première, deuxième, troisième, qui, tout en étant français, eh bien, ils n'attendent que le prétexte pour être enrôlés par n'importe quoi, parce qu'ils sont complètement déconnectés de la société française, ou du moins, ils le vivent comme ça, sauf une minorité. Je parle des harkis, ce qu'on appelle les harkis. Je ne parle pas des pieds noirs. C'est une autre histoire. C'est pas tout à fait la même histoire. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se battre comment? Au niveau de l'islam. Eh bien, ils vont utiliser l'islam comme un recours identitaire. Alors qu'ils ne l'ont jamais utilisé quand ils étaient en Algérie. En Algérie, on les considérait comme étant des gens qui sont sortis de l'islam, puisqu'ils ont aidé, suivi l'armée coloniale, qui est une autre religion, et qui a combattu les musulmans. Donc ils étaient des traîtres, mais même pas des traîtres seulement au niveau politique, mais au niveau même de la religion. Ils sont sortis. Il y a un mot en arabe pour dire que quelqu'un est sorti de la communauté nationale. C'est pas quelqu'un qui est étranger, mais c'est quelqu'un, on dit Mtorni. Je ne sais pas si au Maroc on dit ça. Mtorni. C'est qu'il est sorti de la communauté musulmane. Donc ils sont vus par les Algériens, du moins jusqu'à ces quelques années, comme des parias. Or, ils arrivent ici et ils vivent comme des parias. Même s'ils ont le statut de français. Alors ils vont, à défaut d'avoir des revendications socio-économiques, ils vont avoir des revendications culturelles. Et bien ça commence comme ça. L'identité, le culte, la mosquée. Puis ensuite vient un discours qui est extérieur, qui va leur donner des arguments idéologiques, des arguments musulmans, pseudo et politiques. Et bien ça va, et puis on va créer des forces comme ça, parce qu'il y a des noyaux déjà prêts. Lieux de prière, alors ils vont demander des lieux de prière, des imams, des carrés musulmans pour les cimetières. Ce sont des revendications légitimes dans l'espace privé. Le problème, c'est que les courants dont je parle, on va lire après, vont instrumentaliser ces revendications légitimes. Accueil de nouveaux migrants maghrébins, célibataires, souvent illettrés. Comment? Par accord international. La France a signé des accords avec les pays maghrébins pour qu'on lui envoie, pour les 30 glorieuses, les travailleurs pour Renault, Peugeot et pour les chantiers de construction. Nous avons les accords. Pour l'Algérie, je connais le dossier. Hein? Alors, on n'envoie que des célibataires. La France a décidé ça. Et souvent illettrés parce qu'on envoie des gens qui viennent des campagnes. Pourquoi? Parce que ça devient un danger pour les pays indépendants, puisqu'ils vont grossir ce qu'on appelle le flux de l'exode des paysans vers les villes. Flux qu'on connaît dans l'histoire de l'humanité, mais là, avec les indépendances, avec les échecs répétés, avec le peu de moyens qu'il y avait, eh bien, on voit mon village qui avait 10 000 habitants, que maintenant il est peut-être à, je ne sais pas moi, à 70 000 ou 80 000, puis changement de population, changement de culture, parce qu'il y a la culture paysanne, la culture citadine, tout en respectant la culture paysanne, je suis d'origine paysanne. Mais bref, il va y avoir des bouleversements. Et donc là, ce sont souvent des illettrés qui ne connaissent pas leur religion, mais qui ont juste un islam de comportement minimal. Ils font le ramadan, ils ne font pas la prière. J'ai même alphabétisé quand je suis arrivé en 65 dans les foyers de Sonacotra. Ils vivaient dans des petits baraquements et il n'y avait pas de salle de prière, ils n'avaient pas le droit. Et on allait leur apprendre un peu le français pour qu'ils puissent demander leur rue ou leur direction dans le métro, etc. C'est tout. On leur apprenait l'alphabet et puis quelques noms. Voilà. Contrat de travail à durée déterminée et normalement ils devaient revenir au pays. Et alors ils revenaient parce que quand ils sont revenus en vacances,
eh bien, ils se marient. Ils n'ont pas le droit d'amener leur famille, donc ils reviennent travailler, et donc ils reviennent au pays. Donc le fait de retourner même définitivement quand il n'y a plus le contrat, c'était possible à l'époque. Jusqu'au moment où il y aura la grande décision, qui était d'autoriser ces célibataires à ramener leur famille en France. Alors, pas de revendication religieuse. Encadrement politique et syndical des pays d'origine. Les pays d'origine, la Tunisie, le Maroc, l'Algérie, c'est le pays que je connais, eh bien, ils avaient des structures pour encadrer plus ou moins. Certains pays réussissent. Pour l'Algérie, je connais bien, c'est le FLN, qui est le parti unique à l'époque, qui, qu'est-ce qu'il faisait? Eh bien, il a créé une entité en France, qui est le prolongement du FLN, qui s'appelle l'Amicale des Algériens en France, parce qu'il n'avait pas le droit de créer un parti. L'Amicale des Algériens en France, en fait, c'est le parti du FLN, qui avait beaucoup d'argent, et qui encadrait, mais il ne les formait pas, il les encadrait pour qu'il reste uniquement des citoyens qui continuent à envoyer leur salaire du mois vers leur famille en Algérie. Voilà, c'est tout. La décennie 70, ça va vite, hein, crise économique mondiale. Arrêt officiel de l'immigration. Décision des États. Mais l'arrêt officiel des immigrations ne va pas arrêter l'immigration. Parce qu'on a créé des habitudes. On a créé des flux, on a créé surtout des relations humaines. Et puis on a créé un besoin. Chez qui? Chez les petites et moyennes entreprises. Pas chez les grandes. Parce que là, ce sont que des paysans. Et donc, c'est une partie du capitalisme français qui va combattre l'État français pour exiger d'avoir de la main-d'œuvre. L'économie par les acteurs de l'économie, en particulier dans vos régions. On le voit très bien pendant les travaux saisonniers, mais en fait, c'est un phénomène général. Plus ou moins bien géré. Pérennisation du séjour des émigrés, politique de regroupement familial à partir des années 70. Là, ça va basculer. Or, à partir des années 70, commence à se développer dans des pays musulmans des courants de prosélytisme musulman pacifique. Ça va commencer au Pakistan, vous voyez, c'est loin, mais il va y avoir une continuité. Coupure culturelle entre les enfants scolarisés en France et les parents ne parlent même pas le français ou alors baragouinent le français. Et les parents ayant une culture traditionnelle, ce sont toujours des gens d'origine paysanne, et les enfants qui vont soit grandir en France, soit naître directement en France, avec un mode de vie français. Mais jusque-là, il n'y a pas encore de discours communautariste. Le noyau reste la famille. Parce que plus tard, la famille va être noyée dans le noyau plus grand, qu'on appellera donc la communauté des musulmans. Et on va dire aux gens, vous êtes différents des gens de ce pays. Et vous ne pouvez pas être comme eux. Et puis la troisième phase, non seulement vous êtes différents, mais ils sont vos ennemis. Et donc vous devez les combattre. Ça, c'est la frange qui va devenir activiste. Évidemment, comme vous le savez, c'est une minorité, heureusement. Mais ça fonctionne objectivement comme ça. Je ne dis pas qu'on m'a donné des rapports. Hein. Objectivement, ça fonctionne comme ça. Arrivée de migrants turcs en provenance d'Allemagne, ça c'est un phénomène. Revendication de nature religieuse, culturelle. Et puis 75, un tournant. Les musulmans de France, qui étaient dispersés, qui avaient des attaches uniquement avec le village, avec la famille, vont commencer à vivre un phénomène d'organisation de la communauté. Donc de création, d'associations, de structures financées de l'extérieur au début, qui ne sont pas les structures des gouvernements maghrébins d'avant. Et le financement va être occulte, alors que le financement des maghrébins était clair, c'est un accord entre les pays. L'État français fermait les yeux pour les associations parce qu'il savait que les pouvoirs maghrébins eux-mêmes faisaient les gendarmes si les citoyens d'origine maghrébine transgressaient les règles de leur séjour en France. Voilà. Il y avait un accord tacite. Là, non. Là, il n'y a plus d'accord. C'est un phénomène qui va dépasser l'État français et qui va s'intéresser uniquement aux familles. Création de l'enseignement des langues et cultures d'origine. Ça, c'est la seule chose qui va être... Je donne un accord entre la France et les pays du Maghreb et la Turquie. C'est ce qu'on appelle l'ELCO. Alors imaginez, cette chose normalement du point de vue historique est grave.
un État souverain qui a une communauté ici, ayant échoué dans le processus, bon, vous l'appelez comme vous voulez, intégration, assimilation, etc., dans la société majoritaire, va demander aux États qui ont envoyé les immigrés de leur envoyer autre chose, qui est qu'il faut leur apprendre la langue et la culture de leur pays. Normalement, c'est un droit. Mais dans le contexte nouveau qui va s'opérer avec l'islamisme qui va venir d'Orient, eh bien, c'est en fait objectivement cet accord qui va marginaliser les enfants qui vont commencer à apprendre l'arabe et la religion, bien sûr. D'abord par des enseignants qui ont été envoyés par les États, et ensuite ces enseignants vont être marginalisés. Ce sont les hommes de religion sur place qui vont prendre le pouvoir dans cette formation. Alors, vecteur des nationalismes maghrébins pour le début, d'accord ? Ça reste gérable, tout ça. Vecteur d'un islam culturel, identitaire et militant, non prévu par les États signataires. Ça va arriver au milieu des années 70, ou à la fin des années 70. Création du... Ah, voilà la concrétisation. À un moment donné, on a senti que le fruit était mûr, et qu'il fallait créer de nouvelles structures qui n'avaient aucun lien avec les États traditionnels qui coopéraient avec la France, les anciennes colonies. Donc, création du Bureau d'organisation de la Ligue islamique mondiale, le BOLIM. Alors, vous allez me dire, mais d'où ça vient tout ça? Ben, pendant des années, personne n'a dit aux citoyens français qui était derrière ça. Ce n'est pas des individus indépendants dans un pays démocratique qui, ayant des intérêts communs, vont se réunir en syndicat ou en parti politique. Pas du tout. Financé par des fonds provenant de l'organisation de la Ligue islamique mondiale, tolérés par les autorités françaises pour des raisons qui dépassent les problèmes des immigrés, qui sont les raisons de relations économiques, financières et géostratégiques. Parce que ces pays sont des stabilisateurs de la région. Décennie 80, modification du paysage islamique en France. Ce n'est plus les petites familles paysannes, ce n'est plus les nouvelles générations qui commençaient à s'intégrer patiemment dans l'école de la République, bien, et à avoir quelques-uns, une minorité quand même, des diplômes pour s'insérer encore plus. Entrée en jeu de l'islam iranien. Financement par les États musulmans de mouvements religieux visant à réislamiser les sociétés. On considérait que ce n'était pas assez musulman. Nouvelle demande, des gens donc sur place, lieu de prière, ramadan, prescription alimentaire, conduite de la prière, aumônerie. Alors ces demandes, ils vont les demander à l'État. Quand on leur demande, mais nous sommes dans un pays laïque, comme ils ne comprennent pas la laïcité d'après mes explications d'abord, ils vont dire, c'est uniquement l'expression de l'injustice de l'État français. Et de la non-reconnaissance et de l'ingratitude de l'État français, avec tout ce qu'ont fait nos aïeux, etc., etc. Il y a un contre-discours. Alors en fait, qu'est-ce qu'ils demandent? Ils demandent qu'il y ait des choses qui sont beaucoup plus sérieuses qu'avant, quand même. Quand ils disent les lieux de prière, ce n'est pas des chambres dans des salles au fond des immeubles. Ils demandent des mosquées avec la symbolique de l'islam, c'est-à-dire la coupole et le minaret. Moi, alors, soutien de patrons et de grands groupes industriels aux demandes des ouvriers. Vous savez pourquoi ils les soutiennent? Parce que nous avons lu des articles quand même, etc. Mais je vais dire aussi des choses qui ne vont pas vous plaire. Ils soutiennent parce que pour les empêcher de se syndiquer. Demande d'un islam collectif et public au lieu d'un islam privé très confidentiel. C'est-à-dire que la communauté musulmane d'aujourd'hui, de cette époque, ignorait tellement les grands principes de l'islam qu'ils vont demander quelque chose qui n'est pas dans les principes de l'islam. Les principes de l'islam, c'est il suffit de vénérer Dieu là où on est, même chez soi. On n'a pas besoin de mosquée. Ça, c'est un élément culturel, sociologique, si vous voulez. Bien. Mais revendiquer devant un État laïque quelque chose qui n'est même pas dans les principes de l'islam, effectivement, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors là, il y a un soutien syndical à un moment donné, d'après les documents que nous avons, la CGT a considéré qu'il ne faut pas laisser uniquement les patrons gérer cette demande. Il faut que la CGT fasse aussi, soutienne ça, parce que comme ça, il y aura au moins quelques syndiqués qui vont faire la prière, c'est pas gênant, plutôt que d'avoir les mosquées, etc., par le bon vouloir, eh bien, du patron.
c'était bon. Je vous renvoie à des documents qui existent. Ce n'est pas une critique de ma part. Et puis il y a eu le fameux déficit des imams. Il n'y a pas d'imam. Alors comment on va faire? Eh bien, on dit à quelqu'un qui est là, est-ce que tu connais quelqu'un, un cousin qui a appris le Coran et qui est dans le coin? Non. Est-ce qu'il y en a quand même dans le coin là où tu viens, au Maroc, en Tunisie, en Algérie? Ah bah oui, il y en a beaucoup plus statistiquement. Des gens qui ont appris le Coran, mais pas très bien, parfois ils ont appris le quart, la moitié. Bon, mais je vais vous dire, hein, la majorité des imams qui sont ici en France ne répondent pas aux critères pour être imam, hein, selon les critères de mon père et de mon grand-père. Donc vous direz, c'est une autre époque. L'association islamique locale, régionale et nationale. Tant qu'elles sont restées locales, c'est un besoin des communautés pour pouvoir défendre leurs demandes auprès des autorités locales. Bon, voilà. Et puis ils ont commencé à comprendre que eh bien, leurs enfants ont grandi, certains ont atteint 18 ans, donc ils peuvent voter, donc ils peuvent faire pression, petite pression. Et les maires ont joué le jeu. Au début c'était modeste, hein. Maintenant c'est plus sérieux. Bien. Alors création d'associations islamiques locales, et surtout quand ça devient national, c'est qu'il y a intervention étrangère. Parce que les communautés musulmanes en France n'ont pas suffisamment les reins solides, ni la culture du syndicalisme, ni la culture associative, pour brutalement, en l'espace de 2 ans, pouvoir émerger comme des champignons des dizaines d'associations en France. Il y a le nerf de la guerre qui va être développé d'extérieur, dans le cadre de stratégies. Alors, multiplication d'organisations islamistes. Alors là, ce sont les organisations islamistes. Ce n'est plus le problème du culte, ça c'est camouflé, le culte, etc. Création de l'Union des organisations islamiques de France, l'UOIF, connu, elle passe à la télé. Non. Proche des frères musulmans d'Égypte, on ne vous l'a pas dit. Parce qu'il y aura des tendances. Elle gère l'Institut du Saint-Léger de Fougeray qui forme les imams. C'est la catastrophe. Au lieu de former les imams qui correspondent à la situation objective d'une société qui est laïque, qui n'interdit pas à quelqu'un d'être musulman ou bouddhiste, mais qui doit donc être formé avec la connaissance de la société, et la connaissance de son histoire, de sa culture. Eh bien non. On va former des imams sur le plan idéologique, essentiellement. Même si l'État veille. Et regardez, dans les années 80, 200 associations. C'est brutal. Création de l'Union islamique des étudiants de France, liée à l'UOIF. Évidemment, ça c'est une technique classique. Hein. Quand on a un parti, ça c'est évident, on a un parti, on crée une association dans la société civile pour les plus de 20 ans, et puis une association de jeunes d'étudiants. Toutes sont affiliées au parti politique de manière indirecte. Bon, ça j'insiste pas parce que vous savez très bien comment ça. Oui. Sauf que là, c'est un mouvement structuré, conscient, avec une idéologie islamiste, ou des idéologies islamistes, qui utilisent les techniques modernes d'organisation. Ce ne sont pas des techniques du Moyen-Âge. Création de la Fédération nationale des musulmans de France. Alors, commencent les débats sur la laïcité, l'intégration, le droit à la différence. Voilà. Médiatisation des problèmes de banlieue. Donc là commence une jonction objective entre des besoins culturels ou culturels de communautés, soit françaises, soit étrangères vivant donc, en France, bien, et le lien avec des revendications culturelles de type sociétal, complètement, et des revendications politiques qui vont venir au-dessus, comme une cerise sur le gâteau. Sauf que ce ne sera pas une cerise, ce sera vraiment donc le contenant. Décennie 90, développement de l'islam militant. Islamiste de l'Inde et du Pakistan. Il y aura 50 lieux de culte qui vont faire du prosélytisme pacifique. Ce ne sont pas eux les terroristes. Ils sont contre le terrorisme. Mais ce qu'on a mal analysé pendant cette décennie, c'est que, objectivement, ils préparent le terrain aux jeunes qui vont être convaincus par le fait de passer à des actions violentes. Eux ne sont pas violents, ils sont contre la violence, mais ils préparent le jeune comme étant un étranger à la société, que la société est son ennemi, qu'il est persécuté, qu'il n'a aucun avenir, et que par conséquent le seul refuge, c'est l'islam, mais l'islam de la mosquée. Pour le moment, c'est la mosquée. Puis après viendra une autre étape où des gens qui ne sont pas les mêmes vont aller, non pas rentrer dans la mosquée, mais attendre que le jeune sort, et ensuite on le récupère
mais pour une autre voie, c'est différent. Donc ce sont des intermédiaires. Ce ne sont pas des responsables du terrorisme en tant que tel. Islamistes du Maghreb, forcément ce sont les islamistes du Maghreb qui vont ensuite venir parce que il va y avoir des problèmes au Maghreb, en particulier l'Algérie, c'est la décennie noire, 90-2000. Création du Conseil français du culte musulman, avec les encouragements du ministère de l'Intérieur sans commentaire. 500 imams recensés, seuls 4% étaient français. C'est le résultat de l'importation des imams qui ne connaissent pas la culture française, même quand ils ne sont pas analphabètes, du point de vue de culture, et qui ne connaissent pas la société. Donc ils vont être aussi, certains vont être manipulés, pas tous, il y en a qui sont vraiment formidables, je les ai rencontrés, formidables, qui font du travail extraordinaire. 2000 associations islamiques en France, c'est passé de 280 à 2000. Et ça, tout ça est légal, mesdames et messieurs, nous sommes en démocratie. 1998, revendication d'une structure représentative des musulmans autre que la mosquée de Paris. Alors maintenant, ils veulent une structure pour toute la France qui efface évidemment les divisions, mais qui s'éloigne surtout de la mosquée de Paris, parce qu'on a considéré que la mosquée de Paris était entre les mains du ministère de l'Intérieur. La décennie 2000, et j'arrêterai sur ça, phase de restructuration de l'islam de France, revendication concrète, lieu de culte, aumônerie, carré musulman, école privée, sous contrat d'association. La seule chose nouvelle, vous voyez, ce sont les mêmes demandes. Hein. S'il y a les mêmes demandes, ça veut dire qu'on n'a pas répondu aux demandes. Depuis les années 70. La seule chose nouvelle, c'est des écoles privées sous contrat d'association. Et là, ils ont frappé fort parce qu'ils sont allés dire écoutez, la laïcité n'interdit pas. On ne demande pas que l'État français finance ces écoles, mais vous autorisez les écoles chrétiennes, les universités chrétiennes, juives, catholiques, protestantes. Vous devez autoriser. Les législateurs étaient coincés. Donc ils ont autorisé. Mais le problème, ce n'est pas l'autorisation. Là, moi, je suis démocrate. Il faut bien qu'ils aient aussi leur école, disons, confessionnelle, ou tout ce que vous voulez, avec un cahier des charges quand même. Le ministère de l'Éducation nationale. Non, c'est le contrôle du contenu, du vrai enseignement, parce que le cahier des charges ne veut rien dire. J'ai été ministre. Tentative étatique d'organiser l'islam de France, par la logique du ministère de l'Intérieur. Et on a oublié l'école. Je ne suis pas contre la logique du ministère de l'Intérieur, parce que là, c'est pour avoir la paix pour les citoyens. Prolifération de sites internet et de chaînes satellitaires à caractère religieux. Alors là, c'est un phénomène qui va dépasser tout. Et rapidement, je vous montrerai juste quelque chose. C'est que maintenant, le prêche, la mobilisation, l'encadrement, ce n'est plus ni dans la mosquée, ni dans la rue, ni dans les cafés, c'est directement chez vous. 900 chaînes satellitaires généralistes. En arabe. Nilsat, Intelsat, etc. Au début, c'est l'information, l'opinion, ça c'est très bien, bien sûr. C'est la prise de conscience, oui, c'est le programme très bien, c'est le programme officiel. Mais après, il y a eu des émissions à caractère religieux qui, elles, vont avoir le plus de succès et qui vont se développer, point de vue quantitatif et qualitatif. Les points de vue, en fait, les points de vue sur les questions religieuses. Les témoins de l'époque. Les témoins de l'époque, ils vont emmener quelques hommes politiques qui ont eu de l'expérience, etc., dans la guerre de 67, etc. Mais il y a une majorité d'hommes de religieux qui viennent parler. Et puis, rencontre d'aujourd'hui, c'est un homme religieux qui va parler le soir surtout. Et puis la charia, la charia, là c'est ce qu'on appelle la loi islamique. Donc là c'est carrément une émission régulière où on pose des questions, où le citoyen dit au spécialiste qui est là, est-ce que ma vie, les actions de tous les jours, sont en conformité avec la loi islamique? Alors, celui qui donne la réponse, ce sont, évidemment, en général, des théologiens très dogmatiques. En général. Les États essayent de contrer ça en mettant des théologiens qui sont un peu plus contrôlés par les États. Mais sauf que les télévisions sont de plus en plus privées. Et puis surtout, les télévisions sont largement contrôlables. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas dans les pays. On peut créer une télévision à Londres pour l'Algérie, pour le Maroc, et donc impossible de la contrôler avec le satellite. 136 chaînes islamiques, parmi les chaînes que je vous ai montrées. Voici leur logo, quelques-unes. Hein. Voici. Tout ça, c'est des logos de chaînes. Alors pour ceux qui lisent bien, là, il y a des chaînes pour le Coran, oui, pour toutes les langues, anglais, français, des chaînes entières, hein, ou des radios entières, pour le Coran. Vous voyez, ça c'est en anglais, en français, voilà, en russe, etc. Et là, ce sont des chaînes à la fois très cultuelles sur la lecture du Coran, mais même des chaînes pour les enfants. Des dessins animés,
et qui sont à caractère moral ou religieux. Il y a même des offres commerciales pour les communautés ici en France. Je vous le donne parce que vous n'êtes pas tombé sur ça, sûrement. Vous avez d'autres préoccupations. Une offre internationale de 29 chaînes islamiques. Là voilà, Islambox. La télévision islamique est devenue une partie, ça c'est la publicité, une partie intégrante de la vie des musulmans vivant partout dans le monde, et particulièrement de ceux qui vivent en Occident, où il y a tant de chaînes inappropriées. Les musulmans du monde entier peuvent visualiser les 5 prières quotidiennes de la Mecque et Médine, ça ne mange pas de pain, grâce à l'Islambox, et à travers Saoudi TV. Ah, vous voyez, ça c'est les trucs de l'État. Les musulmans originaires du Pakistan et de l'Inde, et qui vivent en Occident. Ah, vous voyez, là, c'est pas ciblé uniquement les musulmans là où ils sont, en Occident. Peuvent apprendre l'enseignement islamique à travers PIS TV, Urdu, No, etc. Les musulmans originaires du Moyen-Orient, et qui vivent en Occident, peuvent regarder, etc., etc. La jeune génération peut, pour connaître sa religion et sa culture, se tourner vers, voici les évités, enfin, pour les plus jeunes, il y a Al Jazeera, enfants, pour leur donner l'éducation juste qu'ils méritent. Allez définir ce que c'est qu'une éducation juste qu'ils méritent. Hein? Et puis il y a même, j'ai trouvé une offre commerciale française. Je vais vous dire la complexité des problèmes. Quand le business intervient, regardez, vous êtes assis tous, hein? C'est quelle marque? C'est pas Bouygues? C'est pas Orange? C'est Free? Voilà. Je termine par quelles sont les tendances de la décennie 2010. C'est pas fini. Poursuite du processus de diversification sociale. Je parle des musulmans. Hein. Corrélation entre inégalité, ça je vous en rien. Corrélation entre inégalité, échec scolaire, chômage durable, ségrégation et l'importance accordée à la religion maintenant dans les foyers musulmans beaucoup plus qu'avant. Affirmation musulmane croissante chez les Français de 18-25 ans, issus de l'immigration du Maghreb, du Sahel et du Turquie. Donc ça vient déjà lui. Vous allez dire, mais ils sont allés à l'école de la République. Ah ben ça veut dire qu'il y a un échec quelque part. Moins de 90% respectent les prescriptions alimentaires et le ramadan. Donc ça veut dire en fait ce sont uniquement des comportements identitaires. Ensuite communautaristes, et qui peut devenir activiste. Donc c'est pas lié profondément, pour une bonne frange, à la religion en tant que spiritualité ou en tant que culte. D'abord il la connaissent pas. 30% des 21-25 ans font la prière. 30. C'est pas beaucoup. L'impact plus grand des événements internationaux sur les musulmans de France. Ça, vous êtes d'accord avec moi. Quand on vous bombarde avec des analyses sur les conflits d'Orient, du Proche-Orient, qui se révèlent 2 ou 3 ans après, ce sont des jeunes hein, qui vont vieillir, qui se révèlent complètement bidons fabriqués par les États-Unis, comme la bombe qui aurait existé en Irak et a justifié l'occupation alors qu'elle n'a jamais existé. Jamais. Comme les histoires qui sont passées en Syrie, etc. Il y a des choses vraies, bien sûr. Il y a d'autres choses aussi qui sont fabriquées. Bref. Et puis il y a toujours le grand problème qui mobilisera toujours les jeunes aujourd'hui de confession musulmane, c'est le conflit israélo-palestinien. Tant qu'il n'est pas résolu, et tant qu'ils vivent par les médias cette fois-ci, ce qu'ils voient, ce qu'ils perçoivent comme des injustices flagrantes. Parce que nous, intellectuels, on perçoit des injustices ou des, disons, des déviances vis-à-vis de la légalité internationale même, par exemple. Bien, comme les occupations de terre, ça on les voit. Bon. Mais, et nous, on réfléchit, on essaie de comprendre pourquoi, et des conflits, c'est compliqué, etc. Mais là, eux ne réfléchissent pas. Ils sont bombardés par des images, et surtout, les images de la télé ne sont plus suffisantes. Ce n'est pas celles-là qui mobilisent, malgré l'honnêteté du journaliste. C'est les images d'Internet. Il y a des images d'Internet où, quand un enfant est tué, même accidentellement, par n'importe quelle armée du monde, si c'est telle ou telle armée, évidemment, à ce moment-là, il y a, le truc circule, et puis il y aura des millions de personnes qui vont le voir, et des millions qui seront mobilisés pendant 48 heures. Voilà. Enfin, vous connaissez le système. Radicalisation plus grande et passage à l'acte terroriste. La dernière photographie des musulmans en France. Voici un livre qui est intéressant que vous trouverez sur Internet. Un islam français est possible. Parce qu'il faut quand même finir par une note optimiste. 46% des musulmans de foi ou de culture n'ont pas ou peu de revendications d'expression religieuse dans le quotidien. En France.
Alors attention, j'englobe les musulmans de foi et de culture. Nous avons une culture, on ne pratique pas. Bon, on n'a pas de solidarité avec des gens qui instrumentalisent tout ça. Ils placent la loi de la République avant la loi religieuse. 46%. Il y a de l'espoir. 25% ont une forte pratique religieuse. Mais ça ne les empêche pas d'être fidèles aux principes de la République. Ils sont souvent favorables à l'expression de la religion au travail. Ça, c'est contradictoire. Mais ils ont intégré la laïcité. Ça, c'est nouveau, hein, je ne le savais pas. Ils sont à la fois, considèrent que la prière est constitutive de leur quotidien, mais ils acceptent, commencent à comprendre la laïcité. Sauf que c'est contradictoire, parce que faire la prière dans un espace public, ben, ça ne va pas avec la loi de 1905. Et enfin, le dernier truc, tu mets un dernier. Non mais un dernier, j'ai fini, je te promets. Non, mais c'est faire. Voilà. C'est compris, c'est faire. Voilà. 28% contestent la laïcité. De tous les musulmans. Ils considèrent que la foi appartient autant à la sphère privée qu'à la sphère publique. Là, ce sont des hérédités. Et ça, comme en plus ils sont sortis déjà maintenant de l'école, je ne sais pas s'ils sont récupérés. Ils sont majoritairement favorables à l'expression de la religion au travail. En guise de conclusion, il y a des caractéristiques stables pour la société française. Diversité des différentes communautés. Donc il n'y a pas une seule communauté. Il y a encore cette dimension nationale, il y a des musulmans du Maroc, des musulmans d'Algérie, des musulmans de Tunisie, de Turquie, des musulmans d'Afrique subsaharienne, les Sénégalais, et on le voit dans les mosquées. Il y a des villes où il y a une mosquée pour les Marocains, une mosquée pour les Algériens, une mosquée pour les Turcs. Bien sûr, il y a des passerelles. Mais les passerelles, ce sont des gens qui ont compris que cette division est absurde. Et ce sont les minorités qui passent d'une mosquée à l'autre. L'interaction entre le culturel, le socio-économique et le politique. Ça va être de plus en plus fort. Parce que tout ce qui est religieux, militant va être combattu. Donc les jeunes vont se retourner vers les revendications socio-économiques. Et là, c'est leur droit, ils sont français. Clivage intergénérationnel. C'est un aspect positif aussi. Pas de clergé compétent et représentatif. Ça, c'est un aspect positif parce que le clergé musulman de France ne pourra jamais contrôler la société, la partie de la société française qui se dit de confession musulmane, de culture musulmane. À la fois par incompétence, souvent, mais surtout parce que le principe de la religion musulmane, c'est que le clergé n'est là que pour diriger la prière et non pas pour entrer dans la vie privée religieuse des citoyens et des fidèles. C'est un principe qui est transgressé, bien sûr. Pourquoi? Parce que nous sommes dans la phase du communautarisme, où le ciment est la religion. Donc l'imam, il est au centre. Et enfin, sous représentation de la majorité silencieuse. Alors nous savons que la majorité des Français, des musulmans de France, la majorité, n'est pas dans la catégorie des gens qui sont un danger pour la laïcité. Or, on ne fait rien pour cette majorité. On est braqué sur le danger, mais on n'est pas braqué sur la construction de l'avenir par les éléments moteurs, la dynamique positive, qui, tout en étant peut-être ayant des liens culturels avec la religion ou culturelle, sont profondément républicains et même laïcs, même s'ils ne le disent pas. Et enfin, il y a des dynamiques de rupture. La dynamique communautariste par l'intermédiaire des médias, des associations et d'Internet, ça c'est l'aspect négatif. La dynamique des prêches et des activités à caractère idéologique. La dynamique de la violence. C'est une dynamique de rupture. Et puis il y a des dynamiques d'intégration. Voilà ce que je vais terminer sur ça. Par l'école. Avec toutes les réserves que j'ai faites. Je ne l'ai pas fait comme citoyen mécontent. Par l'insertion économique et sociale. Par l'engagement citoyen ou politique. Là, c'est la faiblesse des communautés françaises. Ils ne s'engagent pas encore en politique, dans les syndicats, pas suffisamment, et dans les associations. Lorsqu'ils créent les associations, nous sommes dans une phase transitoire où ils créent des associations à tendance communautariste. Et ça, c'est bon. Donc, il faut les aider. Je vous remercie de votre attention.